C'est par une grogne que la rentrée scolaire 2021-2022 a débuté pour les parents d'élèves de l'école publique de Yala, localité située à Banjoun dans le département du Nkonki. Catastrophée par les résultats enregistrés aux examens officiels de ces 3 dernières années, ces derniers ont effectué une descente musclée au sein de cet établissement afin de dénoncer les pratiques administratives et pédagogiques de la maîtresse des lieux. On n'arrive pas à comprendre que les enfants composent le CEP. Le CEP, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a 5 personnes admis. J'ai jamais vu. On n'a jamais vu ça ici. Nous demandons le départ immédiat de la directrice. L'année passée, c'était une personne. L'année passée, c'était une personne, 2 personnes au concours. Nous n'avons jamais vu ça ici. Ici à la chefferie, nous n'avons jamais vu ça. Nous demandons le départ immédiat de la directrice. Dans l'enceinte de l'école publique, c'est le requiem d'une goutte d'eau qui a débordé le vase. Informé de la situation, le préfet est aussitôt descendu sur les lieux afin d'apaiser les tensions. Je vous demande maintenant de vous investir vous-même, n'est-ce pas, avec le staff de cet établissement, de lever le niveau de vos écoles. Vous allez donc vous organiser les APE. Est-ce que c'est les enseignements, les maîtres qui dispensent mal les cours? Est-ce que c'est madame la directrice qui ne coordonne pas bien l'activité pédagogique? Vous allez vous organiser au niveau de l'APE et nous aussi au niveau de l'inspection et au niveau de la délégation, nous allons nous organiser pour relever le niveau académique de vos enfants. Après des échanges et discussions, c'est plein de promesses que les parents ont été invités à envoyer leurs enfants rejoindre le chemin de l'école, tout en espérant que leurs doléances soient prises en compte. Du coup d'État militaire en Guinée-Conakry, la situation socio-politique demeure incertaine. Le nouvel homme fort du pays, Mamadi Doumbouya, se montre rassurant. Face à l'ancienne équipe dirigeante, il annonce la formation d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire la transition politique. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, le gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. S'il s'est voulu ferme dans ses propos, le colonel Poutiste promet qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières contre l'ancien régime. Il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Dans le pays, les civils ont été remplacés par les militaires à des postes stratégiques. Si la société civile joue la carte de la prudence, le chef de file de l'opposition, Seylou Dalen Diallo, soutient la junte au pouvoir. Le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAF dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. Au regard de la situation économique morose, Mamadi Doumbouya annonce la poursuite des contrats économiques et miniers signés sous l'ère Alpha Condé avec les partenaires et investisseurs étrangers. Il a d'ailleurs demandé aux compagnies minières présentes dans le pays de poursuivre leurs activités. Le couvre-feu dans ces zones est levé et les frontières maritimes sont ouvertes pour faciliter les exportations des produits miniers. Le contentieux est vidé en 30 minutes à l'audience publique de règlement des recours tenue ce mardi au Palais des Congrès de Yaoundé sous la conduite du président du Conseil constitutionnel Clément Tongana. La requête relative au maintien illégal de 18 directeurs généraux de sociétés publiques introduite par le leader du Front des démocrates camerounais, Denis Emilien Atangana, est jugée irrecevable pour défaut de qualité. Le membre rapporteur de l'affaire, Joseph Owona, s'inspire des textes qui régissent le fonctionnement de la haute juridiction pour ses réquisitions.
L'on retient que seul le président de la République, le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, un tiers des députés, un tiers des sénateurs ou alors les présidents des exécutifs régionaux dont les régions sont en cause peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Si le plaignant prend acte du verdict, il n'en démord pas. Il compte engager d'autres actions. Tous ces directeurs généraux sont dans l'illégalité. En tant que parti politique républicain, nous pensons qu'il est temps pour que cela comprenne qu'ils démissionnent parce que les actions que nous allons engager auprès du TCS et des tribunaux administratifs, je peux vous rassurer qu'ils ne pourront pas avoir raison. L'autre affaire inscrite au rôle de l'audience va subir le même sort, rejet pour défaut de qualité. Le recours déposé par Vincent Ngoulou Vundi, agissant au nom de l'association Décentralisation Action de Vie, demandait l'arbitrage de la haute juridiction sur l'implémentation du processus de décentralisation au Cameroun. Nous prenons acte de cette décision du Conseil constitutionnel, mais nous pensons là que le Conseil constitutionnel a raté une occasion de s'inscrire dans l'histoire en créant un précédent, une occasion de s'affranchir pour éviter de faire croire aux Camerounais que le Conseil constitutionnel ne sert qu'à une seule chose, valider les élections. Le Conseil constitutionnel peut être utile et sur une question comme celle-là, qui préoccupe la majorité des Camerounais, où nous avons une loi qui a été adoptée au Parlement camerounais, que je respecte, qui a été promulguée par le président de la République, mais qu'on se retrouve curieusement avec des directeurs généraux qui ne respectent pas cette loi. Parce que les conseils d'administration ne jouent pas leur rôle, bien parce que le président de la République qui est censé les nommer ne le fait pas du tout. Donc nous, en tant que parti républicain, nous sommes partis au Conseil constitutionnel étant conscients du fait que le Conseil allait prendre le courage de s'inscrire dans l'histoire en créant un précédent qui devait faire office de jurisprudence. On s'est même aussi dit que le Conseil allait même se référer sur les textes internationaux parce que lorsque vous lisez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 10 vous dit que chaque citoyen, et cette charte a été ratifiée par le gouvernement camerounais, l'article 7 vous dit que chaque citoyen doit pouvoir rester en justice pour toucher les juridictions nationales. Donc on s'est dit que soit le Conseil constitutionnel allait prendre le courage de créer une jurisprudence ou bien il pouvait se focaliser sur les textes internationaux qui ont été ratifiés par le Cameroun. Et malheureusement, le constat il est clair, le Conseil constitutionnel a refusé la main tendue pour entrer dans l'histoire et nous, au niveau du FDC, nous ne comptons pas nous arrêter. Alors le FDC... À la question de savoir que pensez-vous de la longévité des directeurs généraux, les réponses ne se font pas attendre et tout de suite, deux camps s'opposent. La durée de mandat des DG au Cameroun était prévue à 9 ans. Si quelqu'un a déjà eu peut-être 4 ans sur place, c'est suffisant pour que, n'est-ce pas, il puisse rénover, n'est-ce pas, la structure. Moi, je suis pour qu'on applique la loi. Pour la minorité, la dureté dépend des performances sur le terrain. Ce que l'on attend d'un DG, c'est le rendement. Si nous avons un DG comme celui de la CNPS qui prend des recouvrements de 50 milliards quand il est nommé et il est à 600 milliards de nos jours, on le change pourquoi? Si c'est un DG comme celui du port autonome de Douala où on a un esclavagiste de temps moderne qui versait à peine 5 milliards par an et qui, en 5 ans qu'il est là, verse le triple. On le change pourquoi? Si un DG a mis le temps qu'il devrait mettre, selon les tests, il devrait libérer pour qu'il y ait continuité dans l'exercice des fonctions et qu'il y ait une nouvelle dynamique. Il serait quand même nécessaire, avant toute chose, de bien choisir les nominés au poste de directeur général. Tu ne peux pas travailler 5 ans quelque part. Tu ne peux pas aller jusqu'à 30 ans. C'est de trop. Et les autres, les enfants partent à l'école pour faire quoi? Ils ne peuvent plus travailler. Comment quelqu'un peut être directeur général dans une société pendant 30 ans? Ça va honnêtement là. Pourquoi ne pas vaquer à son poste jusqu'à la retraite? Moi je ne trouve pas de... Quand quelqu'un fait honnêtement son travail, pourquoi le... Le poste DG, s'il rendait vraiment service à la nation, là, il ne trouve pas de problème. Les regards restent fixés sur le Conseil constitutionnel qui en ce jour s'est réuni pour parler des congrès de Yaoundé en vue d'examiner une requête déposée par un parti politique.
Dans l'affaire Ténor, alors que les conseils de l'artiste rappeur avaient dans un premier temps sollicité une demande de mise en liberté provisoire, ils ont revu leur stratégie lors de l'audience qui s'est tenue hier au tribunal à Douala. Ténor a plaidé coupable pour homicide involontaire et exigé d'être jugé séance tenante. Le conseil de la famille de la petite Erika a contesté cette formulation de l'accusation de la partie de la défense en dénonçant le fait qu'elle n'était pas informée d'une telle audience, encore moins la famille n'a pas été notifiée. Elle estime qu'il y a eu homicide volontaire et dit détenir les preuves pour démontrer cet homicide volontaire. Vous vous souvenez que la petite Erika a été trouvée morte après que Ténor ait fait un accident survenu au lieu dit Feu Rouge Bessengue à Douala. Sa voiture avait alors frappé de plein fouet un monument situé dans cette partie. La famille de la petite Erika, en colère, estime que c'était un homicide volontaire. Elle dit détenir les preuves. L'affaire a été renvoyée pour le 13 septembre prochain. Pas du tout. Déjà, il y a des actions que nous allons continuer à mener. Il y a un travail de plaidoyer. Nous allons saisir le président de la République, saisir le président du Sénat, saisir le président de l'Assemblée nationale et les députés pour que, comme ils ont qualité, ils se saisissent de cette question. Deuxièmement, nous allons attaquer devant les tribunaux administratifs tous les actes qui sont signés par les directeurs généraux illégaux. Parce qu'on ne sait pas en quelle qualité ils les signent. Donc on va les attaquer pour annulation devant les tribunaux administratifs. Et individuellement, chacun aura une plainte déposée au niveau du tribunal criminel spécial pour détournement de deniers publics. Les salaires qu'ils perçoivent, ils les perçoivent en quelle qualité? Les indemnités qu'ils perçoivent, ils les perçoivent en quelle qualité? On ne peut pas continuer à laisser des gens qui sont hors la loi se nourrir gracieusement et impunément sur le dos du peuple contribuable, alors que le bas peuple n'a pas de route, n'a pas d'eau, et c'est des centaines de millions qui sont en train d'aller en route. Et moi je voudrais dire, pour ceux qui estiment que les gens peuvent être performants, on peut faire une rotation. Moi je vais prendre le cas de la CNPS. La CNPS est un traité qui a été ratifié par le Cameroun, le traité de Chypre en 1993. Et le décret présidentiel de 1995 vous dit que la nomination, la désignation d'un DG à la CNPS n'est plus le reflet d'un décret sur le plan discrétionnaire. Il s'agit d'un appel d'offres. Et c'est ce que nous voulons, que ces appels d'offres, ça se fasse dans les autres entreprises publiques. Parce que lorsqu'on regarde le rendement aujourd'hui, oui, il y a des exceptions, mais il y a combien d'exceptions? Qu'est-ce que les entreprises publiques sont censées produire, apporter au peuple camerounais, apporter en termes de rendu, en termes de rendement? Essentiellement, par exemple, sur les options tactiques du sélectionneur entraîneur Antonio Conceição, des options plutôt inattendues hier soir à Abidjan, Serge. Tout à fait, Adèle, on va parler justement d'un coaching perdant cette fois-ci, parce que les observateurs reprochent donc les choix tactiques de l'entraîneur Antonio Conceição sur 2 points. D'abord, le changement du point de vue tactique contre le Malawi. On a joué en 4-2-4. Mais face à la Côte d'Ivoire, l'entraîneur a opté pour le 4-3-3 qui semble favorable pour disposer d'une équipe équilibrée. On a ainsi noté un changement également au niveau du choix des hommes. Là, on a noté la titularisation de 4 hommes, 4 personnes. Il s'agit de Duplex Tchamba, Dawa Chakonte, Christian Bassogog et Franck Zambo Anguissa. Il faut dire que ce sont des choix osés et assumés par le patron d'encadrement technique des Lions Indomptables, mais des options diversement appréciées. Un peu malheureux. Tout à fait, parce qu'elles ont visiblement montré quelques insuffisances. Par exemple, Duplex Tchamba et Dawa Chakonte qui ont remplacé Faye Collins et Olivier Baizo sur les côtés, les défenseurs latéraux. Ces choix ont empêché les Lions Indomptables de dérouler un jeu efficace, un jeu indirect dominé par de courtes passes, conséquence donc logique, 2 buts pris en première période, traduction d'une absence de fighting spirit, de volonté et d'engagement, tout le contraire de ce qu'on a constaté lors du match. Le 3 septembre. Exactement, une équipe conquérante, bien organisée, mais surtout bien disposée défensivement
et offensivement. Alors, sur l'opportunité des cartes changements opérés face à la Côte d'Ivoire, on peut regretter le peu d'engagement observé chez les défenseurs latéraux, comme on l'a dit, durant toute la partie, ce qui a obligé certains joueurs à revenir pour secourir Duplex Tchamba et Dawa Tchakonte. Les vice-champions en titre du volleyball ont failli voir leur rêve de participer à la 23e édition de la Coupe d'Afrique qui se tient actuellement à Kigali au Rwanda s'envoler pour un problème de finances. Cela sonne aux oreilles de la famille sportive camerounaise comme du déjà entendu. Selon les responsables de la Confédération africaine de volleyball, la Team Cameroun n'avait pas encore réglé ses frais de participation et de séjour dans le cadre de la Coupe d'Afrique de volley Kigali 2021. À quelques heures du coup d'envoi de la compétition, les vice-champions d'une meilleure place au podium se mettaient une pression avant même leur premier match face à la République démocratique du Congo. L'épée du forfait planait alors sur la tête du Cameroun si rien n'était réglé avant ce mardi 7 septembre 2021. Mais rapidement, dans la matinée, le 7 septembre, Serge Abouem, le président de la Fédération camerounaise de volley, dans un communiqué, a rassuré l'opinion publique sur cette situation trouble. Il ne s'est jamais posé un problème d'absence de moyens financiers. Il s'agit tout simplement des problèmes liés au transfert internationaux de devises entre les pays. La situation est revenue à la normale ce mardi 7 septembre 2021 à 8h48. Le suspense levé, les Lions peuvent donc sereinement monter au filet contre la République démocratique du Congo ce 7 septembre lorsqu'il sera 11h. Mais Serge, on peut dire que rien n'est cependant perdu. Il y a encore 4 matchs à venir, mais avec quelle stratégie au sein des Lions indomptables? On va dire que l'entraîneur est le patron d'encadrement technique. Seul l'entraîneur, justement, est le maître du jeu à ces niveaux. Mais c'est une question d'honneur et de respectabilité. Puisqu'il s'agit de tenir son rang de leader, c'est donc qu'il faut jouer les premiers rôles. C'est dompter tous ses adversaires dans une campagne où les règles de jeu sont clairement définies d'elle, puisqu'il s'agit d'une qualification d'une seule équipe, une seule qui sera qualifiée pour la phase finale. L'heure n'est donc plus aux atermoiements, le temps des balbutiements et des essais est terminé. Antonio Conceição et ses joueurs ont désormais un seul défi à relever. Dans cette phase à 4 matchs, à partir du 7 octobre jusqu'au 15 novembre prochain, il faut gagner tous les matchs pour figurer à la première place. C'est aussi prendre donc ses responsabilités en opérant de bons choix, éviter l'à peu près, et à l'image d'une équipe soudée et solidaire à d'elle, il faut surtout résister aux influences extérieures. Et il faut gagner tous les matchs. On en parle tellement de ces influences extérieures. Ceux qui pensent qu'il faudrait imposer des joueurs à l'entraîneur et ceux qui pensent qu'ils ont par exemple un titre foncier au sein de l'équipe nationale. Il faut donc gagner tous ces matchs. C'est peut-être faire confiance justement aux joueurs résolument en jambes. Il restera donc à l'entourage de l'équipe nationale de permettre à l'entraîneur et ses adjoints de jouer pleinement leur rôle parce qu'à l'heure du bilan, ils seront les seuls à rendre compte au peuple camerounais. La date du 27 janvier 2021 demeure tristement mémorable pour les proches des victimes de l'accident de circulation survenu à la falaise de Tchang et qui avait coûté la vie à 58 Camerounais. Un vide difficile à combler malgré le temps qui passe. J'ai su vendre un accident qui s'est passé au pays. Les photos circulaient sur le net avec la liste des défunts et tout. C'était très tôt le matin. Bon, j'ai aussi partagé et tout. J'ai lu les noms sur les listes, mais il n'a pas prêté attention. C'est vers le soir qu'on commence à se poser des questions. Là, on se dit qu'elle était dans le bus. C'est en hommage aux victimes que se tient le samedi 4 septembre à la place de Tchang, en présence des familles, la cérémonie officielle de deuil, ponctuée par un office religieux écuménique. Cérémonie présidée par le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustin Awafonka, qui au nom du président de la République dépose une gerbe de fleurs pour rendre hommage aux défunts. L'appui octroyé par le chef de l'État et par la suite remis à chaque famille. Ces obsèques ont été organisées ce jour sur haute instruction du chef de l'État. Je suis ici pour transmettre ses condoléances, de plus, à la famille, à de nombreuses familles endeuillées. L'inhumation des dépouilles par leur famille, identifiée à travers des tests ADN, marque ainsi l'ultime étape de cette tragédie pour l'apaisement des familles et proches, ainsi que le repos des âmes des défunts. Avant
Et pendant la rentrée scolaire, les gendarmes ont dit aux hécatombes et autres incidents majeurs sur les axes routiers, je maîtrise. Sur l'étendue du territoire, des équipes fixes, mobiles, des équipes de nuit et de jour pour protéger le 6 septembre, date de retour en classe. Fin donc de la campagne spéciale et démantèlement du dispositif dans la satisfaction. Le commandement s'est donné le défi de faire en sorte que durant ce week-end, qu'il n'y ait pas d'accident mortel de la circulation routière. Je crois que je suis globalement satisfait par rapport au travail qui a été abattu. Mes équipes ont été très professionnelles sur le terrain. Le Cameroun, où les populations, les usagers et même les délinquants routiers doivent pouvoir compter sur la gendarmerie nationale. Le triangle de la mort a brillé par la vie qui était en abondance, surtout sur la zone lacunaire de l'Ouest. Pour pallier la récurrence des accidents de la circulation routière sur la falaise, c'est que notre dispositif est dynamique. Nous ne sommes pas sur place. Et nous avons même des motocyclistes qui font la patrouille sur ces axes et sensibiliser les usagers de la route. Des pandos confiants pour un maillage sécuritaire total avant, pendant et plus intéressant encore après la rentrée scolaire.